Imaginons un instant qu'on nous donne le pouvoir absolu de concevoir une société parfaite, de A à Z, en partant de zéro. Une vraie page blanche, quoi. Voilà, une page blanche. On doit écrire la constitution idéale, concevoir le système économique, les hôpitaux, les filets de sécurité sociale, les lois, tout. Ça a l'air plutôt sympa comme exercice. Sur le papier, ouais, mais il y a un piège. Et c'est un piège massif. On doit inventer toutes ces règles avant même de naître. Ah oui, l'amnésie totale. C'est ça, c'est l'impossibilité absolue de savoir quelle place on va occuper dans cette fameuse société qu'on est en train de créer. On ne sait pas si on va naître dans une famille de milliardaires, ou si on aura un génie mathématique, ou à l'inverse, si on naîtra dans une pauvreté extrême, ou avec un lourd handicap. Ce qui change absolument tout dans la façon dont on va rédiger les règles. Exactement. Et la question, c'est de savoir comment cette incertitude totale, elle modifierait ce qu'on considère comme juste. C'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge au cœur d'une des œuvres les plus monumentales de la philosophie politique contemporaine, Théorie de la justice de John Rawls. Un vrai pavé, mais qui a complètement bouleversé la façon dont on pense l'éthique sociale. Complètement. Et l'objectif de notre plongée approfondie aujourd'hui, c'est pas de débattre dans le vide sur ce qui est bien ou mal avec des grands concepts flous. Non, le but c'est vraiment de voir s'il existe un cadre objectif, presque une formule mathématique pour évaluer les institutions qui façonnent la vie de tout le monde dès le premier jour. Ouais, parce que ce qu'on cherche, c'est une vraie fondation solide, pas juste des opinions. Et c'est exactement l'ambition de ce texte. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, que ce soit la critique de l'utilitarisme, la justice comme équité ou cette fameuse loterie naturelle, ça ne vise pas à juger nos comportements individuels au quotidien. Donc on parle pas de savoir si c'est bien ou mal de mentir à son voisin. Non, pas du tout. L'objet principal de la justice ici, c'est ce que les sources appellent la structure de base de la société. La structure de base. Ouais. En gros, c'est la manière dont les institutions majeures s'emboîtent les unes dans les autres. La Constitution, les marchés économiques, l'éducation publique et même la famille. Comment ces énormes rouages distribuent les droits et les opportunités. D'accord. Mais pour construire cette nouvelle architecture de justice, il faut d'abord regarder ce qui cloche avec les anciens bâtiments. Tout à fait. Il faut faire table rase. C'est ça. Et la première cible de cette analyse, le modèle dominant qu'il faut déconstruire, c'est l'utilitarisme. C'est incontournable. L'utilitarisme classique, ça repose sur une idée qui a l'air super rationnelle au premier abord. L'idée, c'est qu'une société est juste si elle est organisée pour maximiser le bonheur global. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Exactement. On cherche le solde net de satisfaction le plus élevé pour l'ensemble de la population. C'est une doctrine qu'on appelle téléologique. Oula, un mot compliqué. Ouais, mais ça veut juste dire qu'elle définit d'abord un but ultime, le bien donc ici, le bonheur maximum, et ensuite elle dit que le juste, c'est tout ce qui permet d'atteindre ce but. Bon, décortiquons tout ça. Parce que sur le papier, maximiser le bonheur de tous, ça a l'air formidable. Personne n'est contre le bonheur. Bien sûr que non. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, une analogie me vient. Imaginons un PDG à la tête d'une multinationale gigantesque. Il regarde ses tableaux Excel et il se rend compte qu'en fermant une usine entière dans une petite ville, ce qui va détruire l'économie locale, mettre des milliers de familles à la rue, cette fermeture va faire économiser assez d'argent pour augmenter, de quelques centimes les dividendes de millions de petits actionnaires. Le calcul froid par excellence. C'est ça. Si on fait la somme stricte, le petit bonheur additionné des millions d'actionnaires dépasse mathématiquement la souffrance terrible des quelques milliers d'ouvriers. Le bilan global est positif, donc l'usine ferme. Et l'utilitarisme dit que c'est une décision juste, non? C'est une métaphore redoutablement précise. Et c'est le cœur absolu du problème. L'utilitarisme traite la société tout entière comme si elle était une seule et unique personne. Ah ouais, il fusionne tout le monde. Exactement. Il fusionne tous les désirs, toutes les souffrances dans un seul grand système de comptabilité. On ajoute les gains ici, on soustrait les pertes. Le gros reproche qui lui est fait, c'est qu'il ne prend pas au sérieux la distinction entre les individus. Il s'en fiche des individus en fait. Sous couvert du bien commun, ouais. Ça devient justifié philosophiquement de sacrifier la liberté ou la vie d'une minorité si ça rapporte un bénéfice massif à la majorité. Donc, traiter l'humanité comme un immense tableur Excel, ça mène direct à des dérives terrifiantes. Mais alors, s'il faut jeter l'utilitarisme, c'est quoi l'alternative? On pourrait se dire, utilisons juste notre instinct moral, notre bon sens. Ce que tu décris, c'est ce qu'on appelle l'intuitionnisme en philosophie morale. D'accord. Et ça marche pas non plus. Pas vraiment.
L'intuitionnisme dit qu'il y a plein de principes valables, l'égalité, la liberté, la richesse, et qu'on utilise notre intuition pour les équilibrer au cas par cas. Au feeling, quoi. Ouais. Mais le souci, c'est que ça n'offre aucune méthode explicite, aucune règle de priorité quand ces principes entrent en conflit. Et ils entrent toujours en conflit. Dans les sources, ça s'illustre par des courbes d'indifférence géométrique, mais pour faire simple, c'est le flou total. C'est un peu comme une recette de cuisine où on te dit genre « mettez un peu de sel, un peu de sucre, selon votre ressenti, mais sans jamais te donner les proportions ». Si tu dois cuisiner pour un pays entier, ça tourne au désastre. Absolument. Imagine qu'on doive arbitrer entre créer de la croissance économique ou réduire les inégalités. Sans règles strictes, l'intuitionnisme nous laisse totalement démunis. On finit par dire « bah, je sens que cette loi est juste ». Ce qui est la pire base possible pour créer un État. Voilà. Ça transforme les débats politiques en simples batailles d'opinion irréconciliables. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisque la calculatrice froide de l'utilitarisme est dangereuse et que l'intuitionnisme est beaucoup trop subjectif, comment on sort de cette impasse pour trouver des règles objectives? C'est le moment d'utiliser l'expérience de pensée de tout à l'heure. La fameuse position originelle et le voile d'ignorance. Et ça, il faut vraiment qu'on essaye de se le représenter mentalement. Ok, alors visualisons une immense table de négociation. Autour de cette table, il y a les représentants de la société qui doivent décider des principes fondateurs de leur futur monde. Mais, au moment de voter, paf, un voile d'ignorance s'abat sur eux. Le fameux voile. Ouais, ils oublient absolument tout de leur propre identité. Ils connaissent pas leur genre, leur couleur de peau, leur classe sociale. Rien du tout. Rien. Ils ignorent s'ils sont en bonne santé ou s'ils ont une maladie génétique. Ils connaissent même pas leur propre talent. Ils savent pas s'ils seront brillants, charismatiques ou s'ils auront des difficultés. C'est vertigineux. Et le plus radical, c'est qu'ils ignorent jusqu'à leur propre conception du bonheur. Ils savent pas s'ils ont l'âme d'un artiste fauché, d'un banquier de Wall Street ou d'un moine bouddhiste. Donc ils sont complètement amnésiques sur ce qui les avantage, mais du coup, s'ils ne savent rien de ce qu'ils aiment ou de qui ils sont, comment ils peuvent prendre une décision? Qu'est-ce qui les pousse à choisir une loi plutôt qu'une autre? Ce qui est fascinant ici, c'est la psychologie de ces décideurs. L'hypothèse, c'est qu'ils restent des êtres profondément rationnels et surtout mutuellement désintéressés. Mutuellement désintéressés, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas jaloux les uns des autres, mais ils ne sont pas non plus des altruistes naïfs. Ils veulent juste garantir la meilleure vie possible pour eux-mêmes une fois le voile levé. Sauf qu'ils savent pas qui ils seront. Exactement. Donc, par pure prudence rationnelle, ils sont obligés de penser au pire scénario. Ah ouais, je vois. Si je sais pas du tout où je veux atterrir dans ce monde, j'ai plutôt intérêt à faire en sorte que le fond de la piscine soit super confortable, au cas où c'est moi qui tombe dedans. C'est une stratégie de prudence extrême, et c'est pour ça qu'ils rejetteraient l'utilitarisme en bloc. Parce que personne veut prendre le risque d'être le sacrifié de l'usine fermée. Voilà. Personne derrière ce voile ne prendrait le pari d'accepter un monde qui sacrifie 10% de la population pour les autres, parce qu'il y a une chance sur 10 que ce soit toi. C'est cette aversion au risque que crée le concept de la justice comme équité. Les lois seront équitables parce qu'elles sont choisies dans une impartialité totale. D'accord, alors mettons-nous 2 secondes à la place de ces négociateurs aveugles. Quels sont les principes précis qu'ils vont pondre? Parce que si je suis terrifié à l'idée d'être, disons, une minorité opprimée une fois le voile levé, ma première exigence, non négociable, ça va être de protéger mes libertés individuelles. Bah, tu viens tout juste de formuler le premier principe de justice de cette théorie. Ah oui? Ouais. Il dit que chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté fondamentale, tant que c'est compatible avec la même liberté pour les autres. Donc on parle du droit de vote, la liberté d'expression, de religion. La protection contre les arrestations arbitraires, la liberté de conscience, tout ça, c'est le socle absolu. Jusque-là, ça ressemble beaucoup aux grandes déclarations des droits humains. Mais bon, une société, c'est pas que des droits abstraits. C'est de l'économie, c'est du travail, des salaires. Comment ils gèrent les inégalités de richesse derrière le voile? C'est là qu'intervient le second principe qui a 2 volets. Ce principe, il admet que les inégalités socio-économiques vont exister, mais elles ne sont justes que sous 2 conditions hyper strictes. La première, c'est la juste égalité des chances. Donc pas de discrimination en embauche. C'est ça. Les fonctions et les positions doivent être réellement ouvertes à tous. Et pas juste sur le papier. Il faut des opportunités de départ égales pour tous, peu importe d'où tu viens. D'accord. Et la deuxième condition? C'est le fameux principe de différence. Les inégalités doivent être au plus grand bénéfice des membres les moins avantagés de la société. Attends, le principe de différence. Donc une inégalité n'est tolérable que si elle aide le plus pauvre? Ok, on va creuser ça. Mais avant, il y a un concept technique dans l'analyse qu'il faut absolument éclaircir. On parle d'un ordre lexical entre ces principes. Ouais, l'ordre sériel. C'est ça.
C'est pas juste un buffet où on choisit ce qu'on veut, il y a une hiérarchie stricte, non? Si nous relions cela à la situation dans son ensemble, cet ordre lexical, c'est une révolution. Ça veut dire que le premier principe, la liberté, a une priorité absolue, totale, sur le second principe, qui concerne l'économie. Donc on ne peut jamais, au grand jamais, sacrifier la liberté pour de l'argent. Jamais. Il est moralement inacceptable de restreindre les libertés de base sous prétexte que ça va booster la croissance ou créer de la richesse. Pour donner un exemple super concret, ça veut dire qu'on ne peut pas dire à une partie des citoyens écoutez, renoncez à votre droit de vote et en échange, on double vos salaires et on baisse vos impôts à zéro. Exactement. La liberté ne s'achète pas. Dans ce système, le juste a toujours la priorité sur le bien ou l'efficacité économique. Aucune hausse de niveau de vie ne compense la perte d'une liberté. Ok, le premier principe, tout le monde est d'accord. Mais ce second principe, le principe de différence, je sens que ça va coincer pour pas mal de gens. Ah, c'est le plus clivant. Bah oui, dire qu'une inégalité de salaire est juste uniquement si ça profite aux plus pauvres, il faut que je fasse l'avocat du diable là. Parce que ça percute de plein fouet notre vision de la réussite. Le fameux mythe du mérite. Exactement. Qu'en est-il du mérite pur et dur? Prenons un entrepreneur. Quelqu'un qui bosse 80 heures par semaine, qui étudie comme un fou, qui sacrifie sa vie sociale pour créer une tech révolutionnaire. Cette personne, elle mérite pas intégralement les milliards qu'elle récolte, indépendamment de l'impact sur les plus pauvres. C'est son effort personnel, ça souhaire, non. C'est de loin l'objection la plus instinctive qu'on entend, ouais. Et la réponse de cette théorie, c'est probablement l'argument le plus décapant de la philosophie sociale moderne. Ça attaque frontalement la méritocratie en introduisant la notion de loterie naturelle. Loterie naturelle, donc on tire au sort nos capacités. En gros, oui, réfléchis bien. L'intelligence mathématique avec laquelle tu nais, ta santé de fer, tes talents innés. Est-ce que tu les mérites? Non, c'est juste de la chance génétique. Pareil pour ton milieu. Naître dans une famille aimante qui te paie de bonnes études, plutôt que dans un foyer brisé où la survie est compliquée, c'est le pur hasard social. Personne ne mérite ça. Ok, je l'entends bien pour le QI ou l'héritage. C'est clair qu'on choisit pas ses parents. Mais je maintiens mon point sur la volonté. L'effort, la discipline de s'asseoir à un bureau tous les matins à 6 heures, la capacité à endurer la douleur et l'échec. Ça, c'est un choix, c'est pas de la chance. Et c'est là que la pilule est vraiment dure à avaler pour notre ego. L'analyse soutient que même cette capacité à faire des efforts, même ta force de caractère, elle dépend de circonstances que tu n'as pas choisies. Attends, vraiment? Même l'effort? Ouais. Grandir dans un environnement sécurisant, avec une bonne nutrition, des modèles de réussite, ça façonne ta capacité neurologique et psychologique à te projeter, à être discipliné. Le goût de l'effort est un produit direct de conditions biologiques et sociales arbitraires. Ouch. Donc le self-made man n'existe pas. Pas dans ce sens-là, non. Revendiquer un droit moral absolu sur toute ta richesse sous prétexte que tu as bossé dur, c'est complètement occulter l'immense part de chance aveugle qui t'a permis de fournir ces efforts en premier lieu. C'est une déconstruction brutale. Mais alors, si personne mérite vraiment ses talents, on fait quoi? On met des sacs de sable sur le dos des coureurs les plus rapides pour que tout le monde arrive en même temps? Ça serait absurde. Non, pas du tout. Et c'est là toute la beauté du principe de différence. L'idée, c'est pas de brider les génies ou d'empêcher les gens de bosser, c'est de changer notre perception des talents. Tes talents naturels, c'est plus une propriété privée sacrée, c'est un atout commun, une ressource pour la collectivité. Donc les inégalités de salaire sont autorisées. Elles sont même nécessaires, mais comme des incitations. Si un chercheur hyper talentueux sait qu'il va devenir riche en trouvant un traitement contre une maladie, on le laisse s'enrichir. Pourquoi ? Parce que son innovation va sauver des vies et donc élever les conditions des plus vulnérables. C'est ce que les textes appellent la connexion en chaîne. Exactement. En gros, la société, c'est comme une corde. Si tu tires très fort sur le haut de la corde en payant très cher les innovateurs, ça n'est juste que si le bas de la corde est aussi tiré vers le haut avec eux. C'est la condition sine qua non. Le succès de l'entrepreneur, il repose sur les routes payées par les impôts, sur les ouvriers qui ont été à l'école publique pour apprendre à lire. Le succès est fondamentalement collectif. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Parce qu'en théorie, derrière le voile d'ignorance, la logique est imparable. Mais dans le monde réel, avec des millions de personnes, on ne va pas passer nos journées à vérifier si l'augmentation de salaire du boulanger a bien un impact positif sur le chômeur du quartier d'à côté. Ah bah non, ce serait un cauchemar administratif total. Alors comment on fait? Il y a une métaphore très célèbre dans l'analyse pour expliquer ça. L'histoire du gâteau.
Si on a un gâteau et qu'on veut être sûr que deux personnes ont des parts parfaitement égales, la règle magique, c'est de dire à la personne qui coupe le gâteau qu'elle se servira en dernier. Et là, par pur égoïsme, elle va couper au millimètre près. Voilà, c'est ce qu'on appelle la justice procédurale parfaite. Le résultat juste est garanti. Mais à l'inverse, un procès pénal, c'est imparfait. Tu peux avoir le meilleur juge du monde et des lois strictes, tu peux quand même envoyer un innocent en prison à la fin. Tout à fait. Et pour appliquer la théorie de Rawls, on utilise un troisième concept. Ni le gâteau, ni le tribunal. C'est la justice procédurale pure. C'est quoi la différence alors? Imagine un groupe de potes qui jouent au dé dans un casino. Les dés sont normaux, pas truqués. Tout le monde a accepté les règles avant de jouer. Personne n'a été forcé de miser. À la fin de la soirée, certains ont plein d'argent, d'autres ont tout perdu. Est-ce que cette répartition finale est juste? Oui, les règles ont été respectées. Exactement. Pas parce que tout le monde a la même somme, mais parce que la procédure du jeu était équitable depuis le début. Il n'y a pas de critères de résultat. Seule la procédure compte. Je vois. Donc si on applique cette logique du casino à l'échelle d'un pays, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de micro-gérer chaque centime que gagne chaque habitant. Exact. Le but du gouvernement, c'est pas de décider des salaires individuels. Le but, c'est de concevoir des règles du jeu, cette fameuse structure de base, qui sont irréprochables. Donc des écoles publiques de haute qualité pour tous, des lois anti-monopole, des impôts sur l'héritage pour éviter les dynasties, un filet de sécurité minimum? Voilà. Si tu mets en place cette procédure juste, alors peu importe la répartition finale des richesses qui en sort, elle sera considérée comme juste par définition. Parce que le processus qu'il a créé l'est. Ça enlève un poids énorme aux institutions. C'est super élégant comme solution. Mais cela soulève une question importante. Avec l'utilitarisme, on mesurait le bonheur, on additionnait les sourires, en gros. Mais ici, comment on quantifie les choses ? Comment on s'assure concrètement que le groupe le plus défavorisé est bien en train d'être tiré vers le haut? On va pas faire des sondages psychologiques pour demander aux pauvres s'ils se sentent heureux, hein. Surtout pas. La satisfaction psychologique, c'est le pire critère. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une misère noire pourrait dire qu'il est très heureux juste parce qu'il a trouvé un peu d'eau potable. Ses attentes sont détruites, c'est pas une preuve que la société est juste. C'est clair. Donc on mesure quoi alors? On utilise un indice objectif qu'on appelle les biens premiers sociaux. Les biens premiers sociaux. Et on met quoi dans ce panier? On y met tout ce dont un humain rationnel a besoin pour accomplir ses projets, quels qu'ils soient. Que tu veuilles devenir trader à la bourse ou élever des chèvres dans le Larzac, il te faut ces ressources. Ça inclut les libertés de base, la liberté de mouvement, l'accès aux emplois, l'argent, la richesse. Et c'est tout? Non, il y a un dernier élément, et c'est peut-être le plus vital de tous, les bases sociales, du respect de soi-même. Ah, le respect de soi. C'est intéressant que ça soit inclus comme une ressource mesurable. C'est fondamental. C'est l'assurance que les institutions traitent tout le monde avec une dignité qui te permet de sentir que tes projets de vie ont de la valeur. Donc pour vérifier si on respecte bien le principe de différence, on regarde simplement si le panier de biens premiers du citoyen le plus pauvre augmente au fil du temps, s'il a plus d'opportunités, de revenus, de liberté. Voilà, c'est la seule métrique objective qui respecte la diversité des gens. C'est fascinant. Arrivé au bout de cette exploration, l'architecture globale qu'on a dessinée, elle est vraiment nette. C'est pas un égalitarisme morne où on force tout le monde à être identique, où on coupe les têtes qui dépassent. Non, pas du tout. Mais c'est pas non plus le capitalisme sauvage qui glorifie une méritocratie complètement aveugle à ses propres privilèges. C'est un équilibre hyper subtil. Le génie de cette pensée, c'est de nous forcer à admettre que notre succès, il vient de forces qu'on maîtrise pas. Le hasard génétique, la loterie sociale. Et à partir de là, on crée un système où la réussite des plus chanceux devient le moteur qui tire les plus vulnérables. Ce qu'il faut vraiment retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que les règles économiques d'aujourd'hui, les hiérarchies sociales, c'est pas des lois de la physique. C'est pas la gravité, ouais. Exactement, ça tombe pas du ciel. Ça a été décidé par des humains et ça peut être modifié. Le test ultime, c'est pas de se demander si le système actuel nous arrange bien, là, tout de suite, mais de se demander est-ce qu'on l'accepterait si on passait derrière le voile d'ignorance. C'est la seule vraie question. Et ça nous amène à une pensée provocatrice pour terminer. Les défis de la société changent, mais la méthode reste. Imaginons qu'on retourne à cette grande table de négociation, sous le voile d'ignorance, face à la révolution technologique d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, l'automatisation. Voilà.
Si on devait écrire les lois sur l'IA sans savoir si, une fois le voile levé, on se réveillera dans le costume du milliardaire de la tech qui possède l'algorithme, ou bien dans la peau du travailleur dont le métier vient d'être totalement remplacé par la machine. Face à ce risque énorme, est-ce que les règles de protection et de redistribution qu'on exigerait à cette table ressemblent au monde qu'on est en train de laisser se construire aujourd'hui? C'est une question qui fait froid dans le dos, mais qui est tellement nécessaire. C'est clair. Et c'est cette réflexion vertigineuse qu'on vous invite à garder en tête. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée approfondie. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.